bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus, oui, en nombre, on peut le dire, hein, pour cette conférence, cette première conférence qui s'appelle les rendez-vous de l'humanitaire de l'IRIS, que j'aurai l'honneur d'animer cette année. Il y aura environ 4 rencontres. On reviendra sur les dates dans les prochaines semaines et on vous informera. Mais aujourd'hui, c'est le premier temps donc, de ces rendez-vous de l'humanitaire qui s'inscrivent dans le cadre du programme humanitaire et développement de l'IRIS, qui, vous savez, est un think tank, mais qui a aussi des parcours pour des étudiants notamment. Je tiens d'emblée à vous remercier d'être venus. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent en visio. Vous aurez l'occasion, comme ceux qui sont présents ici, de pouvoir poser des questions si vous le souhaitez à la fin des interventions de nos intervenants. Alors, en présentiel, il y aura un micro, vous pourrez vous exprimer par oral, mais en visio, évidemment, ce sera des questions par écrit que je prendrai et que je relayerai auprès des intervenants. Donc, je vous remercie. Je tiens aussi d'emblée à remercier toute l'équipe événementielle de l'IRIS qui a contribué à la réussite de cet événement. Je pense à Nathalie, notamment, à Pauline, à Salim, à Sekou, à Bertie aussi. Et puis, je remercie, ils ne sont pas là, mais je tiens à signaler quand même Sylvie Matelli, Didier Billion et Pascal Boniface, qui font partie du comité de direction de l'IRIS et qui m'ont fait confiance. Et je les remercie pour leur bienveillance aussi, me permettre d'animer ce temps de réflexion. Installez-vous, prenez place. Donc ce soir, le thème, ce sera l'humanitaire face aux défis de santé planétaire et de décarbonation des pratiques, dans un contexte de fin de COP 2027, dans un contexte de crise environnementale majeure, de crise de la biodiversité, vous le savez tous, avec un impact réel sur les inégalités sanitaires, sociales et environnementales, un impact douloureux qu'on envisage dans les années à venir, mais un impact qui aujourd'hui déjà se fait sentir sur le terrain, avec notamment l'accentuation de conflits, de déplacements de population, de famines ou autres sécheresses qui accentuent les dynamiques de précarité, de migration et de tension sur les populations civiles. Donc il y a une urgence aujourd'hui à mener le combat pour préserver un bon état des systèmes naturels de notre planète, indispensable à la santé humaine et à sa survie. Dans ces conditions, les acteurs humanitaires ont une place à prendre, une place singulière. D'abord en poursuivant leurs opérations dans le champ des inégalités sanitaires, sociales et environnementales, au travers notamment d'une éthique de l'action, hein, qui est celle qui prône le soin du vivant, notamment dans les objectifs opérationnels sur lesquels on reviendra dans le champ de la santé environnementale, et puis agir sur ses propres pratiques, notamment dans la manière de réfléchir à l'impact carbone et la nécessité de réduire et de décarboner ces pratiques. Donc, c'est sur ces axes-là que nous allons essentiellement réfléchir, santé environnementale, décarbonation des pratiques, avec un petit peu un état des lieux, un constat aujourd'hui, avec des chiffres, une réalité sur ces enjeux, une réalité aussi donc des besoins, des opérations qui sont menées par certaines organisations, et puis les perspectives. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir 3 intervenantes de qualité, je vous le dis tout de suite, c'est du très très haut niveau. Ce sont bien sûr des amis aussi, donc je vais les tutoyer s'ils ne voient pas d'inconvénient. Ce sont avant tout des acteurs de terrain avec une grande pratique de l'opérationnel humanitaire. Chacun ensuite a eu des parcours qui les ont amenés dans des institutions différentes, mais qui vont vraiment nous aider à réfléchir sur des éléments concrets, sur voilà, des éléments pratiques qu'ils vivent au quotidien et qui nous amènent à réfléchir à des innovations nécessaires pour répondre aux besoins que nous allons évoquer. Donc, en termes de méthode, chaque intervenant va s'exprimer environ 20 minutes. Je vais poser 1 ou 2 questions pour les relancer. Chacun à leur tour, ils vont s'exprimer 20 minutes et nous aurons ensuite 30 minutes d'échange avec vous et avec aussi les nombreuses personnes qui suivent par visioconférence. Alors, pour commencer, je vais donner la parole à Bruno Jochum, qui est directeur et fondateur du Climate Action Accelerator, hein, qui est un
fin connaisseur de l'écosystème humanitaire. Tu as travaillé avec plusieurs organisations, Médecins du Monde, Médecins sans frontières. Tu as même été notamment directeur général de Médecins sans frontières suisse. Et puis, tu as créé cette initiative, cette association dont tu vas nous parler, Climate Action Accelerator. Et j'aurais peut-être une première question pour toi, pour nous aider à comprendre un petit peu les enjeux. Voilà, le champ de la santé et de l'action humanitaire ont des activités qui ont un impact carbone conséquent, on le sait. Voilà, quels sont les chiffres? Quels sont aussi peut-être certains pays ou certaines institutions qui ont déjà réfléchi à ça depuis un certain temps et qui ont peut-être plus d'avance que d'autres? Et puis, au fond, en quoi ces deux secteurs, la santé et l'humanitaire, ont une responsabilité particulière à se montrer, on va dire, exemplaires dans leur approche et comment elles peuvent contribuer à la bascule de la société civile, vers justement une exigence plus marquée de décarbonation de nos pratiques. Donc, merci Jean-François. Je vais essayer de répondre à cette première question. Donc, finalement, qu'est-ce que ça représente l'impact carbone de secteurs comme la santé ou l'humanitaire? Évidemment, c'est extrêmement différent. La santé, c'est un secteur d'activité humaine majeur dans toutes les sociétés. Si on prend ce que ça représente dans les pays dits développés ou riches, on est souvent à 10-12% du PIB. En France, je crois que c'est le deuxième secteur économique. Ce sont des millions de travailleurs, d'infrastructures, de services, etc., de patients qui passent. Et aujourd'hui, on estime que dans les émissions mondiales, la santé représente à peu près 5%, grosso modo, des émissions mondiales. Donc 5%, en fait, c'est une contribution très conséquente. On est à 2 fois l'aviation au niveau global. Et beaucoup de gens, en fait, ne le savent pas. Alors qu'en fait, c'est tout à fait, je dirais, c'est tout à fait logique, vu que souvent, les émissions sont tout simplement proportionnelles au volume d'activité humaine que ça engendre. Très souvent, les hôpitaux, dans à peu près tout territoire, sont le premier employeur. Et de loin, hein, ce n'est pas les entreprises, c'est souvent les hôpitaux. C'est souvent en termes d'infrastructures, de flotte, d'achat de médicaments, de consommables, etc. On est sur des montants absolument considérables. Donc l'impact carbone du domaine de la santé doit être dans la société aujourd'hui, avec l'urgence climatique, une des priorités d'action. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. On a souvent tendance à se focaliser sur l'industrie, sur évidemment l'extraction, etc., et pour de bonnes raisons. Mais en fait, dans des économies de services, la santé, c'est capital. Et je dirais que c'est d'autant plus capital que les personnels de la santé sont souvent déjà très conscients des enjeux et des impacts présents et à venir dans beaucoup de pays. Et il y a en plus, je dirais, il y a une assise sociale favorable plutôt à l'action. Par contre, pendant longtemps, comme beaucoup d'autres secteurs de la société, l'humanitaire compris, la tendance a été de considérer que finalement, c'était la responsabilité des gouvernements ou de l'industrie ou de la finance d'abord. Et il n'y a pas eu forcément de reconnaissance du rôle propre. Alors l'humanitaire, c'est très différent. L'humanitaire, en termes de volume d'activité, c'est tout petit par rapport à la santé. C'est-à-dire que ça n'a strictement rien à voir. On est sur des opérations d'urgence, de solidarité ou de développement. On est sur un budget mondial qui est à peu près de 35 milliards annuellement, en tout cas l'aide internationale. Après, il y a beaucoup d'acteurs nationaux, évidemment. Et on n'est évidemment pas du tout sur le même volume. Par contre, ce qui est intéressant avec les acteurs humanitaires, c'est qu'à travers, avec leur déploiement international, leurs achats, etc., ils ont le même profil, en fait, en termes d'émissions carbone qu'une entreprise de services multinationale.
Le CICR a publié dès 2019 en fait une première empreinte de ces opérations à l'échelle mondiale. À l'époque, on était sur à peu près 1,3 million tonnes par an. Maintenant, on est un peu moins, on est un peu au-dessus d'1 million. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une organisation humanitaire de cette échelle a à peu près les émissions, on va dire, équivalentes à une ville de 100 à 120 000 habitants qui ont un profil, on va dire, d'émissions à la fois de consommation, comme on peut l'avoir en Europe occidentale. Donc voilà ce que représentent à peu près les émissions d'une organisation comme le CICR. Si on prend ensuite des plus petites organisations comme Alima, par exemple, qui est basée à Dakar, on est sur à peu près 13 000 tonnes par an, etc. Donc la contribution, elle est petite à l'échelle d'un secteur, mais elle est équivalente à celle d'autres acteurs de la société. Et finalement, ça pose la question de la responsabilité. Et finalement, pourquoi agir? Il y a une question de responsabilité qui est celle de, en étant particulièrement exposé aux conséquences d'un changement et d'un réchauffement climatique qui s'accélère, tout simplement ne pas nuire et essayer de ne pas favoriser des pratiques qui contribuent à l'aggravation de la crise. C'est un premier point. Et il y a un deuxième point qui est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus, je dirais, une question de gestion des risques, c'est comment finalement protéger une opérationnalité dans les années à venir, dans des contextes où en fait je dirais le besoin d'assistance humanitaire va sans aucun doute augmenter considérablement pour diverses raisons, à la fois pour des raisons de conflictualité, mais tout simplement d'impact des phénomènes naturels du réchauffement sur les sociétés. Donc, il n'y a à peu près aucun doute là-dessus. Et comment le faire alors que tout porte à croire que notamment les prix de l'énergie, vont être durablement volatiles et probablement vont augmenter avec le temps. Et donc vont en fait renchérir les coûts d'intervention considérablement. Et donc je dirais, c'est un petit peu la combinaison des deux qui fait qu'il y a une responsabilité particulière de ces acteurs à agir. Ensuite, il y a la bascule sociale. Donc, ces deux mondes, en fait, ont la particularité en fait, de bénéficier de confiance sociale. Donc, la confiance sociale, c'est quelque chose d'assez rare dans nos sociétés. Et quand on regarde les études sociologiques sur en qui est-ce que les gens ont confiance, dans quelle profession, pardon, les gens ont confiance, qu'est-ce qu'on retrouve en premier? En fait, tout en haut, on va retrouver les professions du soin. Donc, infirmière d'abord, médecin ensuite d'ailleurs. On va retrouver les professions de la transmission de savoir, l'enseignement ou la recherche, etc., la science. On va retrouver les professions de la protection. Et dans la protection, il y a, alors évidemment, ça varie d'un pays à l'autre, mais il y a l'armée, il y a la police, il y a la justice, etc. Et finalement, ceux qui vont avoir moins de confiance sociale, ça va être plutôt toutes les professions d'intermédiation. Donc les politiques, les financiers, les médias, etc. Et donc, si on veut que, je dirais, la société s'empare des enjeux du réchauffement climatique, ça devient absolument essentiel que les professions qui engendrent de la confiance sociale ne restent pas sur le banc, mais en fait activent les leviers dont ils ont à disposition. C'est quelque chose de vraiment fondamental. Et pour les humanitaires, on a encore petit secteur, mais avec un réseau international considérable, avec des autorités, avec des chaînes d'approvisionnement, avec des communautés, avec des autorités locales. Le mouvement de la Croix-Rouge, si on prend le mouvement de la Croix-Rouge, c'est peut-être une des rares organisations mondiales, une des rares organisations humaines, il y en a peut-être moins de 5 dans le monde, qui a en fait un maillage territorial quasiment sur l'ensemble du globe. Dans tous les pays, tous les territoires, il y a des volontaires, il y a des sections, etc.,
en lien. Et donc utiliser ces réseaux pour en fait agir, ce sont des facteurs de bascule. Ok, c'est très clair. Du coup, on a bien saisi la question de la responsabilité, la question aussi de pouvoir surfer sur cette confiance qui parfois aussi peut s'éroder, mais pour l'instant, elle est au top, donc autant en profiter, cette confiance sociale. Du coup, dans ces conditions, toi, sur ces constats que tu as évoqués, tu as eu cette idée de créer cette initiative, cette association, Climate Action Accelerator, sur cette base-là. Et comment tu as opérationnalisé, du coup, tes intentions en fonction de ces observations? C'est quoi, au fond, les objectifs généraux spécifiques de ton organisation aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes, en gros, concrètement? Ouais, tout à fait. Donc effectivement, donc on est une organisation non lucrative. Ça fait un tout petit peu moins de 2 ans qu'on s'est lancé. Donc, je dirais l'approche assez fondamentale qu'on a choisie, c'est opérationnaliser l'action climatique. C'est-à-dire le sentiment, et puis un peu quand on analyse le paysage, c'est que l'action climatique, et il y a des raisons tout à fait valables pour ça, c'est énormément concentré sur la question du plaidoyer auprès des politiques pour essayer d'influencer les politiques, et c'est absolument critique. Il faut que ça ait lieu, ou d'influencer la finance. En gros, c'est essayer voilà, d'agir par le haut vers le bas. Et ensuite, on a tout l'aspect mobilisation citoyenne. C'est-à-dire que voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel, ou au contraire, comment se mobiliser pour faire comprendre aux politiques la nécessité de changement. Et paradoxalement, alors que le gros des émissions se situe à l'échelle en fait des organisations intermédiaires de la société, que ce soit des entreprises, des institutions publiques, des institutions privées, etc., en fait, il y a très peu de choses qui sont faites pour cette bascule opérationnelle. Et donc finalement, l'accélérateur, quel but on se donne? On se donne pour but d'essayer de contribuer à un effet domino un peu horizontal au sein de la société, en essayant de mobiliser une masse critique d'organisation qui passe de l'intention à l'action, mais à l'action réelle sur ses propres leviers, et ensuite puisse influencer ses pairs et avoir voilà, un effet levier sur le secteur. Donc en gros, c'est quoi? C'est de l'appui stratégique, opérationnel et technique à des organisations volontaires. Donc on a la chance d'avoir aujourd'hui une quinzaine de partenaires, donc à la fois des grands acteurs comme Médecins sans frontières, comme le CICR, des ONG plus petites, dans l'humanitaire, dans le développement, dans le domaine de la médiation, la paix, etc. Et qui prennent des engagements, extrêmement clairs. Donc, on n'est pas sur du greenwashing, c'est des engagements exigeants. C'est s'aligner sur la trajectoire des accords de Paris, mais sans achat de compensation, etc. On est vraiment sur des trajectoires de réduction absolue, et de se confronter au réel, voir comment on peut y arriver. C'est-à-dire étudier le chemin, tester, et puis avec une approche quantifiée, parce qu'à la fin, on parle de gaz à effet de serre. C'est la transparence, c'est faire partie d'un réseau. Donc, la mise en place d'une communauté de pratique qui partage les solutions et les expériences comme un bien commun. Aujourd'hui, fondamentalement, on est sur un marché privatisé aujourd'hui. C'est-à-dire qui fait, et avec souvent beaucoup de compétences, les stratégies bas carbone à l'échelle des organisations, ce sont des cabinets de consultants et qui, avec des gens extrêmement forts et extrêmement bien là-dedans. Mais en fait, on est sur une réponse de marché à une demande de marché. On n'est en rien sur une mobilisation sociale par rapport à une urgence historique. Il n'y a aucune chance qu'une réponse de marché soit à même, en fait, de faire basculer la société à l'échelle où on en a besoin. Et le troisième point, c'est cet entraînement à travers les réseaux d'influence des organisations, comment elles peuvent mettre à bord des pairs. Toute organisation est membre d'un réseau, et les hôpitaux par exemple, sont membres
de conférences nationales d'hôpitaux, de réseaux internationaux, des organisations de l'aide aussi. Et en fait, on se rend compte que certains de ces acteurs ont un impact systémique. Et le but, c'est comment, en ayant un certain nombre d'organisations avec cette capacité d'influence, elles ont la possibilité ensuite d'entraîner, on va dire, la majeure partie du domaine. Et donc, ça veut dire aussi produire des outils génériques, ça veut dire essayer d'amplifier, engager les bailleurs ensuite, engager ceux qui peuvent, si je prends par exemple ECHO dans le domaine humanitaire, ECHO finance à peu près, je crois, 90% des ONG humanitaires européennes. À partir du moment où des acteurs comme ceux-ci intégreront un certain nombre de, je dirais, comment est-ce qu'on dit, incentives, de, de mesures pour favoriser en fait cette bascule, ça aura un effet conséquent. Du coup, peut-être sur 5 dernières minutes, pour rebondir sur ça, nous dire concrètement sur les échanges pratiques, sur les outils que vous développez, voilà, dans le champ de la logistique, dans le champ de l'anticipation sur, je sais pas, de la commande, avion, bateau ou autre. Enfin, comment vous réfléchissez? Ouais. Quels sont les éléments concrets? Et puis le deuxième point que je trouve intéressant, mais que tu as commencé à développer, c'est que, et je voudrais avoir ton retour sur aussi ce que te disent les partenaires, les assos, et Elena nous en parlera aussi, mais dans cet effet boule de neige que tu évoques, il y a l'idée que décarboner ces pratiques devienne un axe à part entière de plaidoyer pour ces organisations dont la mission sociale n'est pas forcément en premier lieu ça. Donc il y a cette idée d'en faire un axe de plaidoyer à part entière pour des organisations qui n'ont pas forcément initialement été créées sur des questions environnementales. Ouais. Alors, peut-être sur la question en fait, des approches, des outils pratiques. Donc, c'est quoi en fait, les trois grands leviers à disposition des organisations? Donc, c'est la chaîne d'approvisionnement essentiellement, avec les achats et le transport. Donc là, de quoi parle-t-on? On parle évidemment de rationalisation des achats, avec éviter le gaspillage qui peut exister, etc. On parle d'articles alternatifs, donc il y a des articles qui ont plus ou moins d'empreintes, du fait de leur cycle de fabrication, du fait des déchets que ça crée, etc. Donc en fait, il y a plein de micro-choix qui, additionnés, en fait, ont un impact, je veux dire, vraiment très conséquent. Ensuite, c'est comment est-ce que, en tant que consommateur de masse, parce que les organisations sont des consommateurs de masse, comment, en tant que consommateurs de masse, ils réorientent leurs demandes vers en fait des entreprises de production qui elles-mêmes sont engagées dans des logiques de décarbonation. C'est-à-dire comment ils favorisent en fait l'émergence d'une offre qui elle-même devient plus vertueuse. Et là, les marges sont importantes. Alors, il y a des questions de rapport de force de taille critique. Donc, évidemment, c'est pour faire, je dirais, pour influencer et accélérer la transformation des compagnies pharmaceutiques ou de production, il vaut mieux être la sécurité sociale que Médecins sans frontières ou le CICR, évidemment. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'on agit dans un écosystème. Donc, tout ça est en train de bouger. Et à un moment donné, ça fait des effets de masse. Donc, ça, c'est un point clé. Ensuite, on est sur le transport. Donc, des fois, on entend la question, oui, mais comment on va faire si on ne voyage pas? Mais en fait, la question, elle n'est pas d'arrêter les voyages internationaux. La question, elle est comment on revient à une pratique du voyage international qui est raisonnable par rapport à des objectifs opérationnels. L'humanitaire, comme plein d'autres secteurs de la société, a eu une explosion de ces pratiques de voyage avec le low cost. En gros, depuis 20 ans, tout le monde voyage 3, 4, 5 fois plus qu'il le faisait avant, alors même qu'il y avait des opérations humanitaires majeures. Mais c'est quoi? C'est les politiques RH qui prévoient que les gens reviennent 3, 4 fois par an. C'est voilà, c'est des meetings internationaux où tout le monde se regroupe, là où ça ne se faisait pas avant, etc. etc. Donc la question, finalement, il y a eu une adaptation à cause du Covid. La question, c'est quelle est la nouvelle normalité vers laquelle on veut aller. Mais il est évident que, je veux dire, les marges sont réelles. Les marges sont réelles à la fois en termes de pratique du voyage, mais aussi sur les choix quand on doit voyager. Comment est-ce qu'on peut voyager avec moins d'émissions? Donc
ne pas rentrer là-dedans. Et ensuite, il y a toute la partie infrastructure, énergie, bâtiments, etc. Donc là, on est sur un domaine, les solutions sont extrêmement bien identifiées sur comment on réduit les émissions liées à la question du bâtiment énergie. On est plutôt dans un défi d'implémentation. C'est-à-dire comment le faire à échelle, comment ensuite faire les investissements en capital qui sont nécessaires, qui souvent apportent un retour sur investissement par la suite. Donc, c'est comment en fait on lisse ça concrètement et comment il y a des cadres facilitants, mais on est dans des choses tout à fait accessibles qui probablement demandent aussi plus de partenariat avec le privé. C'est-à-dire que le déploiement des énergies renouvelables à large échelle demain sur les terrains de développement et d'humanitaire, c'est pas forcément tout faire par soi-même. C'est aussi comprendre qu'en fait, les entreprises elles-mêmes développent des offres de services en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, partout. Et donc, là où en fait les contextes sont plutôt stables, peut-être que demain, c'est plutôt une question de faire un contrat de service avec une entreprise qui installe et qui maintient et qui fait payer une facture. Donc il y a vraiment beaucoup d'avenues et toute l'expérience qu'on a pour l'instant avec les premières organisations à bord de l'initiative montre que finalement, la plupart des leviers sont quand même internes. Il y a une partie qui est structurelle, qui est importante, qui finalement dépasse l'organisation. C'est les politiques industrielles, c'est les politiques énergétiques, etc. Mais on est à peu près sur 80% de l'effort qui repose sur les décisions d'une organisation elle-même. Merci beaucoup, Bruno. Je pense qu'on peut applaudir pour cette première intervention. On reviendra bien sûr vers toi pour les questions qui arriveront, je suis sûr, en masse. Bon, je vais passer la parole maintenant à Elena. Je suis très, très content, Elena, que tu sois là. Tu es directrice des opérations de l'Association Médecins du Monde. Tu connais par cœur l'écosystème humanitaire. Tu as travaillé dans beaucoup d'organisations humanitaires depuis de nombreuses années. Tu es là aussi alors que tu as une situation de crise à gérer. Hein. Une expatriée a été assassinée au Nigeria il y a quelques jours. Et donc, c'est une situation de crise où tu es en première ligne avec tes équipes. Donc, on est vraiment très reconnaissant que tu sois là pour mener ce débat avec nous. Et au fond, nous éclairer sur les choix aujourd'hui de MDM dans le champ, on va dire, de la santé environnementale avant tout, sachant que voilà, cette organisation, comme beaucoup d'autres, ont des opérations dans le champ de la santé environnementale depuis plusieurs années, où c'est plus ou moins difficile d'arriver à avoir des résultats concrets, où on se cherche, où il y a un besoin d'innovation, où on travaille à la fois sur des questions d'environnement toxique, où on travaille sur la prévention des risques de catastrophe, où on a du mal à verticaliser des opérations sur la crise climatique, sachant que la plupart des projets sur lesquels on travaille, autour des migrants notamment, ou des personnes précaires, d'une certaine manière, prennent en charge les effets de la crise climatique qui accentue les inégalités et la pauvreté. Voilà, on aimerait savoir voilà, les modalités d'intervention de MDM, partenariat ou autre, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ces opérations dans le champ de la santé environnementale et peut-être les perspectives aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Très contente d'être à l'IRIS, où j'ai eu l'occasion d'être formatrice pendant 5 ans. Alors, je connais très bien cet amphithéâtre. Je suis très contente, très fière de retourner. Alors, je dirais pour démarrer, Médecins du Monde n'est pas spécialiste de changement climatique. Ça qu'on sait faire, c'est soigner et témoigner. Et ça, on le fait très bien. Et après, on est pleinement conscient, et je pense qu'il n'y a personne doute sur l'effet de l'influence qu'il y a des facteurs environnementaux sur la santé, sur les pathologies humaines, et l'effet que les changements climatiques, c'est une des menaces les plus importantes qu'il y a au niveau santé publique. Et c'est pour ça que la santé environnement, c'est un des 5 axes prioritaires des Médecins du Monde. Ça fait déjà de nombreuses années, plus d'une décennie, qu'on a démarré des actions sur les terrains aussi en France. Et quand on dit santé environnement, pour nous, c'est de travailler vraiment sur les environnements nocifs, que ce soit lié au lieu de travail ou que ça soit lié au lieu de vie. Et les premiers projets, par exemple, qu'on a démarré, c'était en Manila. Ça fait maintenant plus de 10 années. Et on fait travailler avec les personnes qui étaient en charge de la gestion des déchets électroniques. Ça, c'était les premiers projets. Actuellement, on a plusieurs projets. On a des projets, par exemple, au Népal,
où on travaille avec les maraîchères. Pardon, parfois mon français peut être approximatif. Au Népal, effectivement, je ne sais pas si vous connaissez, mais les côtés agricoles représentent plus de 25% du PIB, du PIB du pays. Il y a une utilisation vraiment massive des pesticides. Et en fait, tout ça, ça s'est fait malgré le fait qu'il y a les maraîchères, ils ne connaissent pas l'utilisation parfois des produits, les préventions, s'il faut mélanger ou pas mélanger les pesticides, etc. Et là-bas, par exemple, nous, on a un projet avec la communauté des maraîchères pour vraiment réduire les risques. Déjà, augmenter les connaissances, mais aussi faire les liens avec les infrastructures de santé pour pouvoir travailler sur les côtés promotion et prévention. Ça, c'est une intervention qu'on a démarrée, ça fait quelques années déjà au Népal, qu'on a démarré maintenant tout nouveau au Congo, en République démocratique du Congo, à Kinshasa, où on fait, c'est un projet assez similaire aussi, où on a associé, par exemple, l'école de santé publique de Kinshasa. Et l'idée, c'est effectivement pouvoir travailler avec les communautés, pouvoir travailler avec les autorités et pouvoir travailler avec les infrastructures de santé. On a de nombreux projets aussi, que ce soit aux Philippines, des autres projets au Népal. Mais vous dire que en fait, la problématique qu'il y a parfois pour les projets de santé-environnement, c'est pas, je dirais pas que c'est pas plus difficile que faire des projets de réduction des risques auprès des usagers des drogues ou des travailleurs du sexe dans des contextes vraiment très contraignants. Ou pour exemple, faire valoir les droits de l'IVG dans des contextes où effectivement les gens ils sont persécutés pour les faire. Le problème, c'est que parfois, les réalités aussi de la population, ils sont interprétés comme très loin du problème de santé-environnement. On a des endroits où effectivement, les gens ils sont très préoccupés parce qu'il y a des inondations au Pakistan ou parce qu'il y a une famine au corps de l'Afrique et que les solutions qu'ils cherchent, c'est les solutions immédiates aussi, en se disant, voilà, en fait, le problème, c'est la pluie et tout est ravagé, et il y a des problèmes de santé. Ça qui nous intéresse, c'est la situation immédiate. Pareil pour les famines, etc. Et parfois, c'est un peu compliqué faire valoir le fait qu'effectivement, il y a un lien de tout ça. Le fait qu'il y a plus de désastres, qu'il y a, c'est pas anodin, s'il y a un peu les choléra partout dans des pays qui, ça fait 20 ans qu'il n'y avait pas d'épidémie de choléra. Ça, c'est un peu la problématique. Faire valoir que tout ça, c'est lié. Pour Médecins du Monde, je dirais qu'il y a une espèce de trois prismes pour travailler. Il y a les côtés vraiment de responsabilité sociale. Comme organisation, comme employeur, sur comment on rationalise nos pratiques, l'usage de notre ressources, etc. Il y a cette partie opérationnelle sur comment les travail dans des environnements nocifs peut affecter la santé. Il y a un troisième prisme que c'est l'impact que ces changements climatiques ont sur nos projets. Parce qu'effectivement, on est de plus en plus face à différents effets climatiques, par exemple les inondations, etc. Et c'est là-bas, effectivement, où c'est très important pour nous travailler sur la préparation au désastre. Les secteurs santé dans tous les pays, c'est les premières à être affectés, mais les premières à répondre. De façon que c'est très important, effectivement, travailler avec toutes les différentes infrastructures de santé et les différentes autorités pour pouvoir être préparé au moment que ça arrive. Mais en tout cas, c'est trois pistes de travail: responsabilité, environnement nocif et préparation au désastre. Pour nous, c'est les axes d'action. Ok, on voit bien combien dans ce combat de crise, dans la crise environnementale, en lien avec le climat, avec la baisse avec les enjeux autour de la biodiversité, euh, les inégalités sanitaires, sociales et environnementales sont extrêmement liées, et on ne peut pas faire l'économie d'un combat fort sur la justice sociale. Je veux dire, on ne pourra pas à un moment donné rentrer sur ce sujet s'il n'y a pas des activités de lutte contre la pauvreté, et pour aussi permettre à certains de pouvoir s'en sortir. On voit bien qu'il y a
un énorme chantier sur les questions de santé environnementale, y compris dans les pays riches en France. On a une absence de données qui est importante. En termes épidémiologie clinique, on a très peu de données. Je pense au cancer pédiatrique, par exemple, en France, par exemple, où il y a très, très peu de données. Donc, il y a des enjeux à la fois de mieux connaître les réalités de terrain, davantage de publications. Et puis, on n'est pas bon non plus sur tout ce qui relève des études et des enquêtes environnementales avec des méthodologies qui ne sont pas du tout adaptées aujourd'hui et qui nécessitent une combinaison très forte entre des acteurs, on va dire, des sciences dures, de la santé, mais aussi des sociologues de la santé, mais aussi des toxicologues. Bref, il y a une approche interdisciplinaire qui aujourd'hui a du mal à se formaliser et qui nous met en difficulté sur la capacité d'avancer. Sur ces constats-là aussi, MDM travaille beaucoup sur des partenariats avec des acteurs de terrain. Quels sont aujourd'hui les constats sur ces partenariats? Tu as évoqué le fait que l'une des difficultés, c'était notamment qu'il y avait un décalage entre peut-être les intentions opérationnelles des ONG et les attentes, on va dire, des ayants droit. Voilà, dans une logique où on sait que le néocolonialisme est aussi souvent un enjeu à gérer dans cette approche de terrain. Comment se fonde le partenariat? Comment MDM voit le partenariat dans ces opérations? On fait dans tous les pays où on travaille avec des projets de santé environnement, c'est vrai qu'on travaille via des partenariats et les partenariats se sont créés petit à petit avec vraiment les bénéficiaires. En fait, les bénéficiaires, à la fin, c'est les maraîchers qui travaillent avec des pesticides, les personnes qui sont dans la gestion des déchets dans différents pays, etc. Et c'est avec eux qu'on a démarré pour s'articuler vraiment en partenariat. C'est des gens qui, à la fin, pas à la fin, tu l'as vu, c'est les personnes qui sont les plus négligées, mais que tous les changements climatiques font qu'ils soient encore plus exclus de tous les systèmes. Ils sont les plus marginalisés de tous les marginales. Et par exemple, aux Philippines ou au Népal, où on a déjà une certaine expérience au niveau d'années, on a commencé à travailler vraiment avec on va dire, les bénéficiaires de projets. On a construit les projets avec eux et beaucoup d'entre eux, ils se sont organisés au niveau des ONG locales, des partenaires, etc. Et c'est eux qui relient les messages vis-à-vis des autorités pour faire valoir l'effet qu'effectivement, qu'il faut bouger des lignes, que ce n'est pas des simples paroles, etc. Et, et pouvoir avoir un impact. C'est vrai que dans beaucoup des endroits, on a des relations assez constructives avec les autorités, vraiment au niveau local, mais vraiment, il faut encore passer cette marche, de se dire, voilà, on est avec des populations dans certains endroits, avec les autorités locales qui sont été très sensibilisées parce qu'effectivement, c'est la population qui les réclame aussi, c'est impliqué. Mais vraiment, ça manque faire ces sautes vraiment à des autres niveaux politiques, que ce soit au niveau régional, au niveau national, ça manque encore. Ça reste encore des interventions qui sont très chouettes, avec un très bon impact qu'on peut répliquer dans d'autres endroits, mais qui vraiment, c'est encore insuffisant par rapport aux besoins qui existent. Et du coup, si on revient aussi sur les enjeux de décarbonation, avec tout ce que nous a rappelé Bruno en introduction, j'imagine que Médecins du Monde, qui fait partie voilà, des organisations majeures dans le champ de l'action humanitaire, Médecins du Monde France a des intentions en termes de décarbonation de ses pratiques. Vous en êtes où aujourd'hui? Et quelles sont les difficultés qu'on rencontre au quotidien pour justement aller au-delà de ces bonnes intentions dans la pratique opérationnelle? On l'a rappelé, hein, ce n'est pas toujours facile, mais il y a quand même des standards qui ont évolué, sur lesquels on peut revenir. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez concrètement pour arriver à aller au bout de ces intentions, notamment d'être dans les perspectives d'une réduction pour 2030? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est vraiment des choses qui sont toujours en cours. Notre premier bilan carbone, ça date de presque, ça fait 10 ans. Et maintenant, on est en train de refaire un nouveau bilan carbone de façon coordonnée avec des autres ONG en France. Plusieurs choses qui se déclinent de ça, certains qui sont déjà en cours depuis plusieurs années. Bon, il y a eu un positionnement, c'est important, un positionnement politique des Médecins du Monde pour que les gens sachent aussi dans la maison qui se travaille, quand ils viennent à travailler avec Médecins du Monde, sur les engagements qu'il y en a. Après, comme beaucoup des ONG, on a tous les côtés de promotion des outils pour rationaliser et faire plus efficient l'utilisation des différentes ressources. Après, avec des différents outils pratiques, que ce soit pour les interventions qu'il y en a en France,
pour les interventions qu'on a à l'international sur des choses très simples, la consommation d'eau, les côtés des achats, acheminement, énergie, etc. Alors, de toute façon, on a décliné dans beaucoup des outils très pratiques. Des choses, par exemple, effectivement, des formations pour nos staffs, certaines constructions, des soutiens aux partenaires, que pour nous, c'est vraiment important parce que Médecins du Monde n'a pas vocation à rester dans les pays qu'on travaille. Et l'idée, c'est effectivement que quand on part, ça reste des choses. De toute façon, qu'il y a beaucoup de choses qui sont ongoing et qui vont s'accélérer, j'imagine, dans les années à venir. Après, je voulais vous faire part aussi des contraintes qu'on rencontre de façon très pragmatique au niveau opérationnel. Et c'est pas, comment dire, on n'est pas sceptique sur le fait qu'on peut faire des choses, mais il faut être aussi réaliste. Je ne veux pas tomber dans les clichés les ONG, on est parti du problème, parti de la solution. Je pense qu'on est parti. On est parti de tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des choses et des contraintes qui sont importantes, qui pour nous, c'est très compliqué de trouver des solutions ou trouver des marges de manœuvre. J'essaie de faire une petite liste des choses. Par exemple, au niveau opérationnel, quand il y a une urgence, une grande catastrophe, on a besoin de mobiliser des ressources humaines et des matériels. Et ça, malheureusement, c'est l'avion qui nous offre cette possibilité pour des grandes catastrophes. Après, effectivement, on peut se dire, on peut délocaliser certains stocks dans certains endroits, etc. Mais quand on travaille comme médecin du monde dans une trentaine de pays, de la Colombie jusqu'aux Philippines, il faut être très stratégique pour voir combien de stocks prépositionnés on a dans différentes zones de la Terre. On a des contraintes aussi au niveau qualité. Par exemple, on sait qu'il y a des pays producteurs de médicaments, mais les qualités ne sont pas au rendez-vous. De façon que pas question de négliger la qualité pour se dire, bon, je ne vais pas acheter dans des pays un peu plus lointains, etc. Je l'ai dit de façon très, très provocatrice. Pour moi, et en plus, je suis infirmière, il y a un domaine où je trouve que les plastiques est fantastique. C'est vraiment dans l'usage unique. Je comprends bien qu'il peut y avoir des options, les seringues en verre, mais ce n'est pas une option valable, par exemple, pour beaucoup des endroits où on travaille, en Centrafrique, au Congo, etc., où c'est très difficile d'assurer la qualité d'eau déjà dans un centre de santé. Envisager une mesure comme ça, c'est vraiment impossible. On se confronte aussi à des manques de politique ou des moyens au niveau national. Par exemple, on est vraiment très attaché à la gestion des déchets médicaux dans nos projets, mais parfois on se confronte au fait que nous, on peut les faire très bien dans notre centre de santé, mais en fait, il n'y a pas la chaîne qui suit à tout ça. De façon que qu'est-ce qu'on fait avec toute cette seringue, avec tous ces aiguilles, avec tout cet incinérateur, etc., quand il n'y a pas ensuite à tout ça. On a, par exemple, on se confronte aussi à des problèmes parfois logistiques d'implémentation. Nous, on a commencé dans certains pays à installer des panneaux solaires dans nos bureaux, mais aussi dans des centres de santé. Et je peux vous dire qu'il faut vraiment être très motivé pour pouvoir les faire, pour vouloir les faire. Hein. Parce qu'installer des panneaux solaires dans certains endroits où c'est difficile, les acheminer, passer les frontières, passer les douanes, les installer, que ça marche. Il n'y a pas les services après-vente sur place, etc. De façon qu'il faut être vraiment très, très motivé pour les faire. Comme je vous disais, parfois, la réalité des populations, c'est très, on va dire, c'est très loin, entre guillemets, parce que pour eux, c'est très loin, même si les liens, il est rapide, mais c'est très loin. Et après, il y a une dernière contrainte quand on parle de bailleurs de fonds. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui sont en train de faire des avances assez importantes sur les politiques. Mais désolé, pour certains bailleurs, en fait, la seule chose qu'ils sont en train de faire, c'est faire un transfert des responsabilités. C'est très beau nous dire il faut rationaliser les transports quand, en même temps, nous disent on a besoin de votre dossier comptable papier. On n'accepte pas
de ces scans, de façon qu'il faut qu'on se trimballe avec tout la compta des pays et la ramener au siège, parce que sinon, c'est inéligible. Et ça, c'est les mêmes bailleurs qui, après, vont sortir des guidelines des 80 pages pour dire si vous ne faites pas ABC dans les checklists, vous ne serez pas financé. De toute façon, c'est pas une question qu'on a une bonne volonté d'avancer. C'est bien évidemment, il faut qu'on avance parce qu'il y a un impact direct sur la santé. Mais on ne pourra pas tout faire parce qu'il y a certaines choses qui vont contre la nature de notre propre intervention. Ben, merci beaucoup, Elena. Bravo pour ton intervention. On reviendra aussi pour les questions. Tu as fait une très belle transition en parlant des bailleurs. De ce que j'ai à ma gauche, un bailleur, il n'est pas qu'un bailleur, hein, évidemment, qui est aussi un ami, évidemment. C'est Pierre Salignon. Je le remercie infiniment d'être là. Donc, je sais qu'il est aussi très occupé. Pierre, tu es chef du Centre des opérations humanitaires et de stabilisation du Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. J'espère que je n'ai pas écorché un mot. Tu es un très fin connaisseur de l'écosystème humanitaire. Tu as été directeur général de Médecins sans frontières, de Médecins du Monde. Tu as été mon chef 2 fois dans ces 2 organisations, donc je te dois beaucoup de respect. Voilà, et d'admiration. En gros, c'est quoi le centre de crise? C'est quoi ton institution aujourd'hui? Là, tu es passé du côté obscur de la force, donc je plaisante. Tu es dans les institutions étatiques, tu es avec cette culture opérationnelle que tu amènes des ONG. C'est quoi le centre de crise? C'est quoi vos objectifs? Quelles sont aussi vos attentes vis-à-vis de vos partenaires sur ces questions, on va dire, de décarbonation, voire de santé environnementale? Merci, bonjour à tout le monde et je suis ravi d'être avec vous sur un sujet passionnant. Alors en 2 mots, le centre de crise et le COS, on est un centre de réponse aux urgences pour l'État et nos modes d'action sont de 2 ordres en fin de compte. Le financement des organisations de secours humanitaires. Alors il y a des organisations ONG, il y a des fondations, il peut y avoir d'autres partenaires, mais essentiellement des ONG françaises, parfois internationales, locales. Et puis, 2 modes d'action, c'est aussi l'organisation d'opérations de solidarité internationale, souvent logistique, avec des approvisionnements, qui est sur une autre dynamique. C'est-à-dire la dynamique ONG, souvent, elles viennent à nous, on va à elles, elles proposent des projets. Et puis, l'autre dynamique, c'est d'État à État, des États qui vont exprimer des besoins sur une multitude de sujets. Alors, liés à des catastrophes naturelles, bien souvent, liés à des situations de violence, ou de situations comme on peut le voir aujourd'hui en Ukraine avec les questions énergétiques et tout ce qui va avec. On est une équipe à peu près d'une 30aine de personnes, de personnes qui travaillent là-dedans et on a un budget aujourd'hui qui est à peu près de 200 millions d'euros. Pourquoi j'en parle? C'est que ça permet de faire beaucoup de choses en lien avec les acteurs de secours. L'essentiel passe ou est fait par des organisations telles que Médecins du Monde ou les grands acteurs du secteur, qui eux-mêmes sont confrontés à 2 choses. Donc, il y a la question de l'opérationnalité et de la réponse à des chocs. Alors, ils sont variés, ils sont en intensité, en nombre, démultipliés. Mais quand on parle du climat, du réchauffement de la planète, des effets sur les écosystèmes, des effets sur des communautés déjà victimes de chocs multiples, qui ont souvent des causes humaines, on est face à des situations de plonger vers la pauvreté ou de l'incapacité d'en sortir qui sont importantes. Donc, comment agir, donner les moyens à un secteur qui est pas mal en tension en termes de ressources, en termes de capacité, il faut le reconnaître, dans un environnement où tout ça s'accélère. Alors la question environnementale, elle est présente de différents ordres. On pourrait parler un peu, parce qu'on parle de santé planétaire, on sort d'une période un peu étrange avec le Covid. On aurait pu parler d'Ebola et de comment Ebola, qui était une maladie un peu en zone rurale, dans des régions, notamment en Afrique, mais pas uniquement. Vous vous souvenez de cette dernière épidémie et ce qu'elle a induit d'évolution de la maladie vers les centres urbains et puis les effets que ça a provoqué sur toute une sous-région. Les liens avec le changement climatique, oui, certainement. Ça soulève des questions de santé humaine, de santé animale, et donc le rôle d'un bailleur. Alors là, moi, je ne suis pas sur ces sujets-là, mais j'ai été amené à le faire quand j'étais à l'Agence française de développement. Ça a été notamment de soutenir comment on fait que ces acteurs se parlent.
santé animale, santé humaine, urgence, épidémie, tout ça faisant partie d'un même écosystème. Au centre de crise, on a plusieurs constats. Le premier, c'est que les demandes autour de la réponse à catastrophe, elles augmentent et que les organisations, elles sont sollicitées à se déployer. Donc, comment on prévient, comment on anticipe, comment on répond, c'est un vrai sujet, hein, c'est-à-dire que toute cette chaîne, c'est pas il y a un événement, on doit y répondre. Il y a comment voilà, on s'ouvre à une matière, une connaissance, et dans l'écosystème humanitaire, la prise de conscience, elle est relativement tardive. Elle était paradoxalement peut-être un peu plus forte dans le champ du développement, parce que quand on fait des programmes agricoles, c'est juste un exemple, hein, mais ces acteurs-là, ils pensent à la biodiversité, ils pensent au changement climatique depuis bien longtemps, et ils sont dans une temporalité avec les communautés qui est très différente du champ d'urgence. Bon, en ces 10-20 dernières années, les choses ont beaucoup changé, hein, et ce que vous venez de dire vient en faire la démonstration. Donc, nous, on a deux démarches. On a comment on finance des actions de secours, comment on essaye d'y intégrer progressivement des éléments d'anticipation, de prévention. Alors, ça veut dire quoi, hein? C'est quand même se poser la question de comment on renforce les communautés locales face au choc, plutôt que de penser l'intervention internationale systématique. Comment on a peut-être des politiques de stock ou de réponse locale. Alors, c'est un mix, hein, parce que le stock ne répondra pas, régional ou local, ne répondra pas à tout, mais c'est quand même un sujet. Et c'est comment on s'assure que la réponse, elle soit d'abord locale avant d'être globale ou internationale, avec un déploiement supposé. C'est un peu ces images, hein, on l'a tous connu, vu au moment du tsunami, où l'aide vient de l'international. Et quand même, on peut se poser la question de ces grandes crises, voilà, qui nous ont tous marqués, quoi, sur la manière de réaliser ça. Et puis après, il y a un deuxième élément, et c'est sur ça que je veux plus intervenir, c'est comment un acteur comme le CDCS, comme un bailleur, comme la France, comme les États, peuvent induire des changements. Alors, ce qui est intéressant au niveau du centre de crise, c'est qu'il y a un dialogue assez constant avec les ONG du secteur. Et les ONG, elles viennent avec plein de sujets autour des questions humanitaires et notamment la question climatique. Ça fait un moment que ça dure. Et puis, autour de la dernière conférence nationale de l'humanitaire, je pense que c'était en 2020, la question climatique je sais pas, elle est peut-être apparue et elle a donné lieu à la constitution d'un groupe de travail qui, pratiquement depuis 2 ans, s'est réuni de multiples fois et qui a permis un peu de commencer à discuter de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de décarbonation? On parle de la réponse aux crises? Est-ce qu'on parle de la prévention? Est-ce qu'on parle de comment on revisite un peu cet écosystème que tu as décrit très bien tout à l'heure sur des choix à faire en termes systémiques dans les organisations et puis comment on revisite ça? Et puis en parallèle, le CICR, la Fédération internationale de la Croix-Rouge, ont développé une charte des acteurs, hein, qu'ils ont élargi à d'autres acteurs, etc., avec un certain nombre d'engagements. Il y a de la décarbonation, il n'y a pas que ça, mais il y en a beaucoup. C'est un élément important pour regarder comment ça fonctionne. Ce que tu décrivais du CICR tout à l'heure sur ces émissions est vraiment important. Et donc, progressivement, c'est un peu imposé l'idée qu'on a, nous, portée au centre de crise, de compléter cette charte par une charte ou un engagement des bailleurs. Alors, dans le cadre de la PFUE, la présidence française de l'Union européenne, ça a amené à un aboutissement. C'est-à-dire que dans le cadre d'un comité de la Commission qui est consacré aux questions humanitaires et alimentaires, on a posé avec le CICR, avec les acteurs, le sujet devant les 27 États membres. Et progressivement, on a sollicité leurs engagements. Alors, il y en a 25 maintenant qu'on signait, mais ça paraît un morceau de papier. Non, ce qui est intéressant, c'est que ça crée une dynamique de dialogue au niveau gouvernemental sur les spécialistes ou les gens qui travaillent dans le secteur et qui financent les actions de secours. Et quelque part, c'est la responsabilité qui était soulignée tout à l'heure sur les acteurs, c'est la responsabilité des bailleurs. Comment on accompagne, comment on met dans nos processus un certain nombre d'engagements. Alors, ça peut être vu comme des contraintes pour les organisations, mais je pense que les mutations, elles sont profondes, elles sont incontournables, elles sont définitives. Et comment on fait évoluer progressivement le secteur. Et puis,
Donc, bon, voilà, c'est un élément un peu normatif quelque part, hein, mais qui engage aussi bien les acteurs que les bailleurs. Deuxième élément, on a lancé il y a 2 ans un fonds qu'on appelle de soutien aux initiatives structurantes dans le secteur. Et donc, c'est intéressant. Moi, quand j'ai pris mes fonctions il y a à peu près 2 ans, il y a un certain nombre d'organisations qui ont postulé. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience de l'action menée par Climate Action Accelerator, dont on a décidé, à un moment donné, s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait, hein. Donc, on n'est pas bien sûr les seuls, mais bon, c'est des petits financements, etc. Mais sur des initiatives nouvelles qui visent à accompagner le secteur, les acteurs qui, pour certains, sont très résistants, ça a été vu comme vraiment une opportunité. Alors, on a cette collaboration et elle est intéressante de différentes manières. C'est que bon, c'est très éclairant, il suffit d'écouter ce qui nous a été dit au début. C'est une dynamique d'entraînement, de partenariat, c'est-à-dire qu'on a à la fois des ONG, on a le CICR, on a des Nations Unies, si je ne fais pas d'erreur, des acteurs comme MSF. Et donc, il y a une dynamique d'entraînement d'effet levier qui est monumentale et sur laquelle on parie aussi pour voir le milieu changer quelque part, se poser peut-être autrement la question des opérations, de la réponse d'urgence, des matériels utilisés, du transport, des chaînes logistiques, des problèmes qui renvoient autant de questions même au ministère au niveau du centre de crise aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait aussi des opérations de solidarité. Alors, on a un certain nombre de marchés sur les transports, etc. Toute la démarche qui est initiée, elle vient, elle rencontre la démarche d'un certain nombre d'acteurs privés. Je pense à Bolloré qui a un marché de transport chez nous, la CMA-CGM, dont on parle souvent dans l'actualité, qui vient en appui par le biais de leur fondation, hein, autour d'un certain nombre de transports maritimes notamment ou aériens, et qui eux-mêmes portent une démarche environnementale. Donc tout ça, ce n'est pas des logiques qui s'opposent, elles se sont opposées longtemps, je pense, ou évitées. Aujourd'hui, elles sont vraiment au milieu de la table et elles induisent une nécessité de dialoguer et d'échanger les bonnes pratiques. Le projet qu'on a financé sur le Climate Action Accelerator était intéressant parce qu'il était porté par une ONG qui s'appelle Alima, qui travaille dans le domaine de la nutrition, qui est issue un peu d'MSF dans son historique, et qui, quelque part, est moteur sur d'autres domaines dans le champ médical, mais là a dit, très bien, on va prendre le problème par le bon bout, et puis on va mettre position à table, et on va revisiter notre processus, la chaîne logistique, les questions RH, etc. La dynamique de démonstration, elle est très importante pour des acteurs qui ne l'ont pas encore fait. Pour leur démontrer que non, ça ne coûte pas plus cher, ça peut-être c'est un élément qu'on pourrait, ou peut-être un peu, je ne sais même pas, pour démontrer que c'est possible sur des séquences courtes, que c'est une vraie dynamique de mobilisation interne, ou des acteurs qui soutiennent l'organisation ou le secteur. Donc, c'est un effet démultiplicateur très, très important vis-à-vis d'opérations dans un segment où on pense souvent life-saving, sauver des vies, aller vite. Et donc, on fait fi, quelque part, d'autres contraintes. On fait la même chose, hein, je vous rassure. Hein, intervenir aujourd'hui en Ukraine, monter des opérations parce que l'État ukrainien demande des générateurs, des médicaments, etc. On est amené aussi à utiliser des avions, des bateaux, voilà. Et donc se posera la question de comment potentiellement faire mieux. Je pense à une opération au Tonga récente suite à un événement, un mélange entre volcan et événement cyclonique. Le constat, alors bon, c'est loin d'ici, ça a été beaucoup porté par les Australiens et d'autres États de la sous-région. Mais ce que j'ai compris des autorités locales, c'est qu'après la réponse d'urgence, qui a été brève mais massive, portée beaucoup par les États, ils ont eu à gérer un problème de plastique et de bouteilles d'eau délivrées sur place. Comment c'est possible que ça existe encore aujourd'hui? Voilà. Donc, la fonction qu'on a et celle qu'on porte, donc moi que je porte dans le dialogue avec les organisations, ici au niveau européen, dans le cadre des fonctions qu'on a pu avoir et de la présidence française de l'UE, c'est d'accompagner ce dialogue, de se nourrir de l'expérience des acteurs, soutenus ou pas, et puis de s'assurer que dans la future conférence nationale de l'humanitaire qui aura lieu en mai ou en 2023,
Le sujet du climat, comme autant d'autres, parce qu'il y en a plein, la protection des humanitaires, etc. Mais ce sujet-là soit quelque part alimenté par des expériences qui démontrent que le milieu se saisit et des exemples un peu démonstratifs. Donc, autour du sujet, c'est ça. Alors après, sur peut-être un dernier élément, plus sur la réponse, on est quand même face à des phénomènes extrêmes, à la fois dans leur ampleur, dans le côté massif, etc. Et moi, ce qui me surprend le plus, en fin de compte, c'est l'incapacité des États, même des fois faillis, un peu défaillants, etc., à faire face aux événements. Je prendrai un exemple. Les dernières inondations au Pakistan, qui sont vraiment un événement climatique, avec un phénomène d'inondation qui n'est pas nouveau, qui est assez chronique, mais qui là a dépassé l'entendement, dans un État qui est quand même assez connu pour avoir des capacités en propre, je pense notamment à l'armée pakistanaise, etc. Eh bien, ils ont été très fortement impactés et déstabilisés. Et donc, ils ont sollicité l'aide de différents États, dont la France, et dont on a été amené à déployer, en réponse à cette catastrophe, une unité de la sécurité civile avec des unités de potabilisation de l'eau. Et quand même, la fragilité d'États qui avaient des fois des capacités en propre de réponse est aujourd'hui atteinte dans plein d'endroits. Donc, c'est un vrai défi pour tout le monde dans la manière d'y répondre en étant responsable, en étant attentif aux impacts négatifs de, de ces événements. Et un exemple que tu avais quand même à donner un jour au sein du groupe de concertation humanitaire qu'on a sur le Pakistan, c'est donc les inondations étaient tellement importantes qu'elles ont lavé, carrément nettoyé les dispensaires, les hôpitaux, les ponts, voilà, tout ça a été balayé. Et puis très vite se pose la question de la réhabilitation d'urgence, voire de la reconstruction des dispensaires. Et on pourrait se dire c'est le moment de reconstruire mieux. L'État, je pense, n'en a pas les moyens. Comment faire face aux urgences, à la nécessité de remettre en place des services essentiels? C'est les défis dont on parle, qui croisent un petit peu le débat, mais qui montrent avoir la difficulté aussi dans un secteur dont le métier est certainement celui-là, différent, mais de s'adapter. Par contre, je pense que c'est incontournable. Je pense que la mutation, elle est là et que le fait qu'en 2 ans, une organisation comme le Climate Action Accelerator se développe, trouve les partenariats, lance la dynamique, je vois ce que ça agrège, c'est à la fois passionnant, c'est très pédagogique dans la manière de décrire de quoi les comparaisons qui sont faites en un hôpital, une ville, la production de CO2 d'une organisation internationale sont limpides de ce que ça signifie en termes d'engagement et de nécessité de changer les choses. Merci Pierre pour ces éclairages sur le travail que tu fais avec le centre de crise dans l'environnement aussi complexe que tu as détaillé. Juste un petit détail, tu parlais de petits financements pour Climate Action Accelerator au départ, mais après la prestation de Bruno, je pense que tu pourras parler gros financement et l'émulation que ça génère. Peut-être un dernier point, on ne lutte pas comme ça, même si on a un État puissant comme la France, tout seul dans son coin, sur des sujets aussi vastes que la lutte contre la crise climatique. À l'échelle européenne et à l'échelle globale, vous vous intégrez dans quelle dynamique, comment vous en parlez entre collègues, on va dire, d'autres pays, comment vous uniformisez ou pas? Est-ce qu'il y a des groupes de travail, il y a des stratégies communes qui sont discutées, européennes ou plus larges? Oui, mais je parlais tout à l'heure de ce qui se passe au niveau de la Commission européenne, mais je peux prendre 2 exemples. Le dernier forum européen humanitaire, donc, qui a eu lieu en début d'année, il y en aura un autre l'année prochaine, qui est piloté par la DG ECO, la Commission. C'est certes un forum de dialogue avec plein d'acteurs, notamment humanitaires, mais on va dire des États, le privé, un certain nombre de partenaires de la réponse aux crises. Et donc, et je reprenais, il y a eu encore un comité il y a quelques jours à Bruxelles sur les questions humanitaires et alimentaires. La question du climat, elle est aujourd'hui systématiquement posée. Donc, ça veut dire qu'il y a un dialogue qui progressivement se construit
Là, je pense notamment avec les Allemands, les Italiens, etc. Alors, l'idée, c'est à la fois d'harmoniser les pratiques, c'est qu'il y a des questions d'appropriation. Hein. On n'est pas tous, on fait pas tous toujours la même chose. Je veux dire, les Allemands vont être sur une approche très multilatérale, souvent dans la réponse aux crises, d'autres, etc. Mais on essaye aujourd'hui de faire que progressivement, il y ait à la fois des engagements pragmatiques, rationnels, avec des points de rendez-vous qui permettent de faire un peu l'état des lieux de comment tout ça évolue. Est-ce qu'il y a plus de financements qui vont vers ces efforts-là aussi? Moi, je vois la question climatique, elle est dans le centre de crise. L'année dernière, on a dû avoir une activité autour de 130-140 millions d'euros. Les questions, la réponse au climat ou aux enjeux climatiques, elle doit représenter peut-être 25-30 millions d'euros l'année dernière, parce qu'on ne fait pas que ça. Mais ça vient à la fois parce que c'est des éléments de réponse, et puis de l'autre, c'est beaucoup d'organisations aujourd'hui viennent à nous en posant des questions sur comment faire, comment adapter. On a beaucoup de discussions autour de prévention, anticipation et comment rendre ça opérationnel. Parce que ça peut être aussi un peu verbeux parfois, en disant je préviens, je fais du plaidoyer. Moi, je trouve le plaidoyer nécessaire, hein, mais ça ne peut pas être que ça. C'est-à-dire que parler autour des enjeux environnementaux, d'impact sur la biodiversité, ça doit se traduire à un moment donné par des mutations opérationnelles, ce que tu as très bien décrit dans le champ de la santé. C'est la même chose d'un point de vue des projets qui sont déployés sur le terrain. Donc voilà, on le fait au niveau de la relation bilatérale. Dernier exemple peut-être sur le Pacifique Sud, il y a un accord qui s'appelle France sur la réponse aux crises, notamment climatiques, qui concerne la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la France. Donc c'est un outil de coordination entre États. Hein. Mais de fait, la question de la déclaration des bailleurs… Compenser les sous-marins, non? Non, pas vraiment. Non. La question du climat et de la charte qui a été portée au niveau européen est devenue un outil dans notre dialogue avec eux. Ils sont à la fois très dynamiques, mais en même temps, on amène des choses qui dépassent simplement le champ du Pacifique, c'est-à-dire l'Union européenne est également engagée dans la réponse, etc. etc. Donc voilà, c'est la fonction bilatérale ou multi qui permet ça. Merci beaucoup, Pierre, pour ton intervention. Merci à chacun et chacune d'avoir respecté le temps. On a 20-25 bonnes minutes pour pouvoir échanger avec la salle, avec aussi les personnes qui sont nombreuses en visio. On est suivi au Cameroun, ailleurs, dans le monde entier. Et bien sûr, ici à Paris, il y a un micro qui va circuler. C'est Sekou qui fait suivre le micro. Brillant stagiaire. Qu'est-ce qui veut poser une première question? Allez, le micro à droite. Monsieur, vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, alors bonsoir. Alors, je m'appelle Papa Eric. Oui, Papa Eric Le Tendre. Je suis zaïrois, donc de Kinshasa. Ma question porte naturellement sur Elena Ranchal, qui vient de Kinshasa, si j'ai bien compris, qui travaille avec médecins du monde à Kinshasa. J'aimerais bien savoir comment ça se passe, sur quel axe, sur quoi vous intervenez concrètement. Oui. Parce que je sais que là, c'est un pays où il y a vraiment du boulot à faire, aussi bien au niveau humanitaire, santé et surtout environnement. Merci pour votre question. On va prendre plusieurs questions, puis ensuite on distribuera la parole. Elena est directrice d'opération, donc elle est basée à Paris, mais elle supervise des programmes avec des équipes effectivement à Kinshasa. Elle reviendra sur votre question. Madame Sévignon, oui. Oui, merci beaucoup pour vos interventions. Françoise Sévignon, vice-présidente de Médecins du Monde. En fait, vous nous dites qu'on est à peu près tous dans une sorte de réflexion transformative sur ce qu'on fait en ce moment et où est-ce qu'on souhaite aller. Après ce que vous avez déposé, il y a quand même peut-être des choses qui sont relativement faciles, entre guillemets, à mettre en œuvre. Je parle en tout premier du bilan carbone. C'est probablement une des premières choses sur lesquelles il faut se pencher, en sachant que, comme tout le monde le sait, c'est quand même les déplacements, et notamment les déplacements en avion, qui sont les plus lourds dans ce bilan.
Donc ça, c'est ma première chose. Qu'est-ce que vous pourrez nous présenter comme étant relativement facile à mettre en œuvre? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez aussi mentionné beaucoup que le fait d'opérationnaliser en local, il y a quand même plusieurs avantages. C'est-à-dire en termes de bilan carbone, évidemment, c'est mieux si on arrive à se fournir localement et à opérationnaliser localement. Pour anticiper aussi, c'est sûr que le local a l'avantage du distanciel, je dirais. Pour en revenir au Pakistan, en fait, il y a aussi des décisions politiques antérieures qui impactent l'existence, c'est-à-dire que ce n'est pas la première inondation au Pakistan et on sait bien que les décisions politiques prises en avant, enfin, il y a eu d'autres inondations et donc il n'y a pas eu des décisions politiques ad hoc pour renforcer les structures de santé, préparer, faire des programmes de préparation aux inondations, etc. Donc ça mérite d'être souligné. Après, on comprend bien que maintenant, il y a un accompagnement qui est possible. Votre ONG en est un exemple flagrant. Comment est-ce qu'on pourra articuler facilement et surtout, c'est vrai que si on prend l'exemple de Médecins du Monde, travailler avec le secteur privé, ça reste un peu problématique. Je vais dire ça comme ça. C'est vrai qu'on essaye d'avoir des relations aussi ténues, je dirais, avec certaines entreprises. Or, on est dépourvu aussi de moyens pour avancer sur ces sujets-là. Donc, c'est aussi un petit peu un questionnement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. J'ai aussi une question en visio sur voilà, que fait le secteur humanitaire pour réduire son impact sur la production des déchets. Peut-être que, Bruno, il y a des éléments déjà concrets que vous avez théorisés et mis en pratique dans les outils de partage. On va essayer de répondre à cette question. Alors peut-être première question à Elena sur Kinshasa. Oui, alors comme tu précisais, moi j'ai travaillé à Paris, mais c'est vrai qu'il y en a des équipes dans une trentaine de pays, notamment au Congo. On travaille dans différents endroits au Congo, mais les projets que j'ai fait solution, c'est à Kinshasa, c'est notre tout nouveau projet côté santé environnement. On travaille dans la périphérie de Kinshasa et en fait là-bas, on se confronte au fait qu'il y a la population, il se confronte à un mésusage de pesticides. Il y a une absence de la gestion des déchets, que ce soit liquide ou solide. Alors, le travail qu'on a, et c'est intéressant parce qu'on a travaillé avec l'école de santé publique de Kinshasa pour pouvoir faire cette mission exploratoire, pour bien identifier les besoins. Et on travaille, nous, côté santé, et on travaille avec Caritas, qui y a une expertise assez importante sur tous les côtés agricoles et qui vient d'ouvrir une école agricole. Alors, on a 3 axes d'intervention. Les premières, c'est on travaille sur la réduction de l'impact négatif sur la santé. Déjà, avec la population, les disons, voilà les risques qu'il y a, voilà les façons de se protéger, comment trouver des mesures alternatives. Un deuxième axe, c'est travailler sur les plaidoyers auprès des différents acteurs pour diminuer ces risques-là. Et le troisième axe, c'est accroître les capacités au niveau des structures, des infrastructures de santé qu'il y a, pour apporter des réponses à cet effet qu'il y a nocif, que ce soit d'un point de vue préventif ou curatif. Il y a pour le moment, vu que les projets viennent de démarrer, c'est encore un objectif un peu ambitieux, mais ça qu'on aimerait bien, c'est pouvoir travailler aussi côté recherche pour pouvoir notifier comme maladie professionnelle. L'effet que l'usage des pesticides, c'est une maladie professionnelle, il a à inscrire dans les codes. Alors voilà un peu les choses qu'on travaille. Comme je vous disais, c'est un projet qui vient de démarrer, c'est un projet pour 4 ans et qu'on se base beaucoup sur l'expérience qu'on a pu avoir dans des autres endroits, et notamment au Népal. Il y a une vraie réflexion sur cette question autour des pesticides, où on voit bien que les premiers exposés, y compris en France ou dans les pays du Nord, ce sont les travailleurs agricoles et aussi les travailleurs précaires, souvent d'origine étrangère, avec l'idée voilà, d'avoir une meilleure connaissance épidémiologique des données sur la réalité de leur pathologie qui existe et sur les aider à pouvoir bénéficier de droits qui existent, notamment au travers des
des tableaux de maladies professionnelles et même de faire évoluer ces tableaux de maladies professionnelles pour qu'ils soient plus adaptés et qui répondent mieux à cette exigence de prise en charge. Évidemment, en associant, si on projette un peu plus dans le champ de la recherche médicale, un travail avec aussi des sociologues de la santé ou des toxicologues pour réfléchir aussi à de meilleures manières de prévenir ces problématiques-là. Sur la question de François Sévillon, peut-être Bruno, ce qui est facile, on va dire, à faire maintenant et peut-être comment opérationnaliser aussi en local. Oui, tout à fait. Merci de la question. Peut-être d'abord un point, c'est juste un bilan carbone aujourd'hui, ça ne doit pas être considéré comme une action. C'est un préalable nécessaire, c'est une photographie, mais il ne faut surtout pas confondre ça avec de l'action parce que justement, je dirais, il y a trop d'organisations aujourd'hui dans la société qui pensent agir parce qu'elles font un bilan carbone. Donc c'est un élément de compréhension uniquement. Ça permet de comprendre où sont les masses, où sont les sources et sur quoi il faut agir. C'est tout. Donc après, quels sont les leviers évidents sur lesquels on peut agir. Donc si on prend point par point, si on regarde le transport, comme ça a été dit, beaucoup d'organisations humanitaires font du fret aérien. Hein. Mais quand on regarde une par une les organisations, on se rend compte qu'il y a des pratiques extrêmement variées. Il y a des organisations qui sont à 70-80% de fret aérien et il y en a d'autres qui sont à 3%. Et la question, c'est pourquoi. Et ensuite, on se rend compte que certaines organisations ont réussi à baisser, mais très significativement, leur fret aérien en quelques années. C'est le cas, par exemple, de Médecins sans frontières à Paris. Donc, il y a eu en l'espace de 4 ans une réduction, mais vraiment d'ampleur du fret aérien, sans aucunement affecter les opérations. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. On n'est pas en train de dire on va faire moins d'opérations, etc. On est sur faire mieux, de manière plus efficiente, etc. Le CICR, organisation quand même d'urgence de conflit, est aujourd'hui, hors Covid, est à 3% de fret aérien. Donc, ce n'est pas la même chose qu'une organisation médicale, etc. Mais il faut le savoir. Donc ça, c'est un premier levier. En l'espace de 2 ans, on peut avoir des impacts très rapides. Les voyages, on en a parlé, je veux dire, les voyages, évidemment qu'on n'est pas obligé de retourner exactement au même niveau qu'en 2019 en Covid. Tout le monde le sait. Tout le monde a vu qu'il y a des pratiques qui peuvent évoluer, qui peuvent changer. Après, évidemment, il y a aussi eu des impacts négatifs parfois, donc il faut redéfinir quel est le niveau raisonnable en fait, sur lequel on veut être. Ensuite, on va être sur les achats. Les achats, c'est plus compliqué. Les achats, il faut sortir de la logique on va dire, des impacts rapides. Souvent, les gens veulent des impacts très rapides. Non, décarboner une chaîne d'approvisionnement, c'est un travail de 10 ans, 5 à 10 ans. C'est ça que ça veut dire. C'est 1 à 2 ans pour produire, en fait, les politiques qui vont avoir des impacts. C'est regarder quels sont les articles clés qui font la masse. Parce qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment, on a la loi de Pareto, c'est-à-dire que peu d'articles font en fait la masse de l'empreinte, ce qui veut dire qu'au lieu de travailler sur 10 000 articles dans un catalogue, on peut se concentrer peut-être sur 20 ou 30 et déjà, ce sera très significatif. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on va avoir la question de la sélection des fournisseurs, c'est-à-dire en fonction de leur propre plan. Donc, on a dans le domaine de la santé quand même quelques bonnes expériences, voire très bonnes expériences, qui sont en train de montrer le chemin. Donc, on a le système de santé britannique qui s'est attelé à cette question il y a déjà 20 ans, qui a déjà réduit des 2/3 ses émissions directes et qui à peu près a réduit, est en voie d'atteindre à peu près 30% de réduction sur son approvisionnement. D'accord ? Donc on est sur des choses significatives. Il y a des villes, il y a des entreprises, etc., qui eux aussi ont déjà atteint des objectifs de réduction de moins 80%. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, des leviers, il y en a plein. En général, ça prend quand même du temps
de passer par l'exercice de un peu de déconstruire tous les processus internes, etc., et de voir où agir. Ça prend un peu de temps. On peut, en attendant, faire des quick wins, mais ce n'est pas là que ça se joue. Et ça, c'est vraiment important, il faut se mettre les mains dans le cambouis, il faut attaquer le sujet. C'est souvent beaucoup de travail collectif, c'est beaucoup d'intelligence collective, mais ça porte ses fruits. Puis ensuite, il faut de la détermination. C'est-à-dire il faut arriver à tenir un cap pendant des années pour y arriver. La bonne nouvelle, c'est que c'est quand même largement possible. Et ensuite, sur la question des partenariats privés, je crois, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Les humanitaires et le secteur de la santé est un acheteur massif de biens et de services produits par le privé, donc au quotidien. Je dirais qu'on achète son électricité à un fournisseur X ou Y, ou qu'on fasse un partenariat avec une entreprise dont le métier, c'est de fournir de l'électricité à travers des installations solaires, à travers un contrat de service, il n'y a pas de différence fondamentale. Et je pense que la question pour les acteurs de l'aide, ça va être se poser la question effectivement du déploiement à échelle, comment le faire en quelques années, peut-être en 5 ans, 8 ans, etc. Et là, peut-être, ça demande, il faut accepter en fait, de profiter de compétences qui existent ailleurs et de voir quels sont les on va dire, les accords qui peuvent être passés. Et ça demandera aussi ensuite une montée en compétences internes. C'est-à-dire, ça demande de la formation. Ça veut dire qu'il y a une génération de logisticiens sur le terrain qui doit apprendre des choses nouvelles pour pouvoir gérer ça, etc. Mais il y a tellement d'exemples possibles. Il y a cette question, par exemple, sur les bâtiments, des cool roofs. On sait très bien, voilà, si c'est bien fait, ça permet de réduire la température potentiellement de 4, 5, 6 degrés. C'est considérable quand on voit le nombre de climatisations qui tournent à plein dans des bâtiments mal isolés, réglés à 18 degrés alors que ça ne sert à rien, etc. Mais c'est le quotidien aujourd'hui de nos pratiques sociales. Hein. Je veux dire, c'est tout ça. En fait, ce qui est frappant, c'est à quel point, justement, il y a des leviers évidents qui ne sont pas actionnés. Et en fait, moi, c'est un petit peu le constat que je fais, c'est que sur cette question de l'action climatique, le plus dur, en fait, c'est d'avoir le temps d'attention, en fait, des comités de direction, des conseils d'administration, pour en fait avoir une approche stratégique sur le sujet. En fait, au sein de toutes les organisations, il y a des gens qui sont porteurs de ces changements. Et souvent, les gens qui travaillent sur ces sujets sont assez isolés en interne. Ils ont du mal, en fait, ils sont vus comme étant sur des dossiers techniques, alors qu'en fait, ça devrait être considéré comme une approche stratégique. Et à partir du moment où on va dire les dirigeants des organisations créent l'espace pour pouvoir en fait, le réaliser, ça va vite. Ça va vite parce que les gens sont motivés. Ils ont envie de participer à ce changement. Et puis, voilà, on est en situation d'urgence. C'est-à-dire on va avoir autant de réchauffement dans les 20-25 prochaines années que dans les 150 dernières. Donc ça devient maintenant une question de mobilisation accélérée. Il reste 5 minutes, on va peut-être prendre une dernière question, une ou deux questions. Le micro, Sékou, devant, regarde. Merci. Je m'appelle Alexandre Robert, je suis un des cofondateurs de l'Alliance Santé Planétaire. Et bon, j'ai travaillé un peu comme humanitaire dans la réponse Ebola en Afrique de l'Ouest et en RDC. Et j'enseigne un cours de santé planétaire à Sciences Po en ce moment. En fait, ça me pose plein de questions, ce que vous avez dit ce soir. L'humanitaire, il se situe largement en aval des défis de santé planétaire. Les défis de santé planétaire, ils sont systémiques, ce n'est pas seulement l'urgence climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité, c'est les pollutions générales et tout ce qu'on connaît d'autre. Donc j'ai deux questions je les posais comme ça de manière ouverte, qui me trottent dans la tête. C'est que finalement, on est sur du court terme et à l'aval. Donc comment les acteurs humanitaires ils ramènent du long terme et
rendre redevable ou accountability des acteurs qui peuvent penser plus le long terme, notamment le développement. Il y a toujours l'humanitaire développement et des choses comme ça. Donc, cette question est du long terme. Et après, on est sur des défis. La santé planétaire, elle est très mauvaise. Il y a besoin d'une réponse systémique sur tous les différents axes dont j'ai parlé. Donc, comment on utilise peut-être les efforts actuellement faits sur la décarbonation des pratiques pour faire de la régénération des écosystèmes, la réduction des pollutions et d'autres choses pour élargir et être au niveau des grands défis de santé planétaire actuels. Merci. Merci pour ta question. Peut-être, Pierre, ce n'est pas une question facile, mais ton interaction avec les acteurs du développement, et voilà, cette double temporalité pour un objectif commun, comment vous la vivez au quotidien dans ton institution? Deux éléments. Je reviens sur l'accompagnement du changement des pratiques d'abord. Ça va être long. Alors nous, on est sur un mode projet, donc je mets de côté, en fin de compte, le financement ponctuel de réponse, d'accompagnement. J'ai fait exprès référence au dialogue avec les acteurs du secteur et le fait qu'on est bien sur des dynamiques partenariales, interacteurs. Donc c'est une manière de répondre un peu aussi, c'est-à-dire que tant l'État que les acteurs du secteur ONG que le privé, et c'est d'où l'intérêt, je reviens sur Climate Action Accelerator, une nécessité de dialogue. Les uns et les autres portent de la résistance ou des dynamiques extrêmement positives. Dans le secteur du transport, les gros acteurs, les gros transporteurs, ils pensent à la question de l'environnement aujourd'hui. Ils se posent des questions parce qu'ils sont où ils le portent, on va dire, de manière intrinsèque au regard de leurs pratiques, où la question planétaire, les enjeux portés par la société civile leur reviennent. Donc, il y a beaucoup à apprendre de dynamique et je pense que le milieu humanitaire est assez en retard, personnellement. Je pense qu'on est encore sur une nécessité de montée en gamme, de prise de conscience, d'où les accompagnements qui sont proposés. Et aussi le fait que des gros acteurs comme le CICR, les Nations Unies, impactent de manière massive demain les pratiques. Je pense au PAM, je pense à d'autres qui sont des gros transporteurs de volume autour des enjeux alimentaires et tout ça, c'est important. Donc, je voulais juste faire cette remarque. Sur la question que vous posez, elle est compliquée. Alors, moi, il se trouve que j'ai travaillé un temps à l'Agence française de développement, qui vraiment est une banque de développement, mais un acteur autour des questions de financement des États, de la finance verte, des mutations environnementales autour de la lutte sur la biodiversité et des engagements pris autour de la conférence climat quand elle a eu lieu. Et voilà, alors il y a des frustrations, ça va plus ou moins vite, on voit ça avance, ça recule, etc. Mais il y a une expertise à cet endroit-là. Moi, je l'ai croisé sur un élément qui rejoint un peu le sujet santé planétaire, c'est qu'après la période de réponse à la crise Ebola, ça a permis à ce moment-là de remettre devant des sujets qui ne sont pas nouveaux, qu'on dit One Health, santé humaine et animale, et de voir que notamment en France, entre le CIRAD, Pasteur, d'autres acteurs très dynamiques, il y avait déjà tout un travail qui était fait autour du suivi des vecteurs, de l'évolution, de choses qu'ils observent à longueur du temps. Et il y a un certain nombre de programmes qui sont développés dans ces dimensions-là. Ils sont extrêmement partenariaux, ils sont souvent adossés à des organisations régionales. Je pense à la COI, la Commission de l'océan Indien, mais il y en a d'autres. Il y a à peu près des dynamiques à peu près identiques dans les Caraïbes. Et ça fait un peu la synthèse de ces défis. C'est-à-dire qu'il y a à la fois comment on travaille en amont, comment la crise arrive. Je sais pas, je pense à Alima qui intervient aujourd'hui sur Ebola en Ouganda, et comment on travaille une fois la crise passée sur des dynamiques dont on sait bien qu'elles sont en interaction avec les mutations de la biodiversité, je dirais les vecteurs animaux là-dedans, et puis les centres urbains qui grandissent, la proximité de l'homme avec l'animal, etc. Ces maladies dont on sait qu'elles sont là, on attendait le déclencheur. Il y a eu le Covid qui a montré quelque chose. Voilà, quelle sera la prochaine séquence? On ne la connaît pas. Elle peut être
elle peut être inquiétante. Et donc, il faut que l'entièreté des acteurs se parlent, échangent les pratiques, se mutualisent. De fait, il y a beaucoup d'échanges, pas autour des questions de santé animale, santé humaine, mais si on est sur la réponse Ebola, on sait que dans l'outil France, si je prends cet exemple-là, autour de l'AFD, il y a des acteurs qui travaillent au-delà de simplement la réponse d'urgence. Et bien souvent, c'est les mêmes. C'est-à-dire que Alina, qui porte la décarbonation chez elle, travaille sur la nutrition, intervient sur Ebola, de fait croise une expertise multisectorielle de l'urgence, du développement. C'est extrêmement intéressant. C'est des organisations qui ne sont pas automatiquement si historiques que ça. Elles se sont générées sur la base de l'expertise d'MSF, etc. Et elles sont très, très dynamiques dans la manière de penser peut-être l'environnement qui vient, les contextes, la manière de répondre, les contextes et la manière de répondre à ces situations qui sont un peu dingues parce qu'on est sur des crises chroniques, on est sur des chocs massifs et la réponse, elle n'est pas je fais quelque chose aujourd'hui, j'arrête, elle est bien globale. Hein. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les outils en amont, en aval et de la réponse d'urgence. Donc je réponds un peu peut-être à côté de la plaque, mais ça m'inspire ça. Merci, il est 20h03, ça va être l'heure d'arrêter. Merci à toutes et tous pour votre écoute, votre attention. Merci aussi à toutes celles et ceux qui nous ont suivis en visio. Je tiens à remercier donc Elena, Bruno et Pierre, qu'on peut applaudir à nouveau pour leur expertise et leur précision dans les réponses. Merci aussi à toute l'équipe événementielle. J'ai évoqué tout à l'heure Nathalie, Pauline, Branti, Salim et Sekou. Et puis aussi, merci à Sylvie Matelli, qui est là, que j'ai cité tout à l'heure, qui est comité de direction de l'IRIS et qui nous a fait confiance pour organiser cet événement. Il y en aura d'autres, 3 à 4 dans l'année. On vous tiendra au courant à l'avance. Venez nombreux. Merci beaucoup et à très bientôt.